Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Peuple de Haute-Volta, aujourd'hui encore, les soldats, sous-officiers et officiers de l'armée nationale et des forces paramilitaires se sont vus obligés d'intervenir dans la conduite des affaires de l'État pour rendre à notre pays son indépendance et sa liberté et à notre peuple sa dignité. Aujourd'hui, 4 août 1983, des soldats, sous-officiers et officiers de toutes les armes et de toutes les unités, dans un élan patriotique, ont décidé de balayer le régime impopulaire, le régime de soumission et d'aplatissement mis en place depuis le 17 mai 1983 par le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Ce 4 août 1983, après une soirée très agitée dans la capitale de la Haute-Volta, rythmée par des tirs murés de fusils mitrailleurs, de kalachnikovs et autres armes militaires, où régnait une grande confusion, celui qui délivre ce message, qui officialise ce troisième putsch militaire en 3 ans, le capitaine Thomas Sankara, ex-premier ministre, n'est pas un inconnu. Ce n'est pas non plus une grande surprise pour la population qu'il soit le bénéficiaire de ce coup de force, même si en réalité, il n'a pas directement participé à cette opération, du moins sur le terrain. Quelques heures plus tôt, il envoyait d'ailleurs un message à son ami le capitaine Blaise Compaoré, qui conduisait les forces d'élite sur la capitale pour qu'il arrête son attaque, parce qu'il avait trouvé un compromis avec le président Jean-Baptiste Ouédraogo. Mais c'était trop tard. L'opération était déjà en marche. Désormais donc, il ne pouvait plus reculer. Commandant Abdou Salam Kaboré. Donc par des chemins détournés, nous avons rejoint Blaise en rase campagne. Nous sommes arrivés ensemble. Nous avons pris la radio ensemble. Nous avons laissé Blaise Compaoré à la radio. Nous avons continué au domicile du président Ouédraogo Jean-Baptiste qui a eu la vie sauve. Parce que Thomas et moi, avec les soldats, nous sommes arrivés. On était en train de canarder sérieusement son domicile. C'est nous qui avons dit halte au feu. Nous avons dit au président, ne craignez rien, vous êtes libre. Le putsch est donc un succès. Mais ce n'est pas le capitaine Blaise Compaoré qui a conduit l'unité d'élite qui a marché sur Ouagadougou qui est couronné. C'est plutôt l'ex-premier ministre Thomas Sankara qui est le nouvel homme fort. Jean-Marc Palme. Il y a eu une sorte de loyauté de la part de Blaise par rapport au programme prévu. Boukari Kaboré dit le lion était lui aussi de la partie. Blaise, s'il cherchait à garder le pouvoir là, le 4 août, là, on allait le buter. Commandant Abdou Salam Kaboré. Le fait que Thomas ait été, je vous dis, c'était vraiment le meneur d'hommes, le meneur de notre groupe. C'est lui qui a été à la base de la création de l'organisation des jeunes officiers. C'était lui qui était le bout en train. Il était en place à Pau, à 140 km de Ouagadougou. Il pouvait arriver à minuit, on se réunissait dans les voitures en rase campagne et à 2h du matin, il repartait prendre son service sans même passer dire bonjour à son épouse et à ses enfants. Vraiment, c'était le bout en train. Et le fait qu'il ait passé quelques mois à l'extérieur pour sa formation militaire, c'est vrai que ça a joué un peu sur la vitalité du groupe qu'on était. Jean-Marc Palme, ancien ministre. Il y a des organisations civiles qui, à partir du 17 mai, ont pris fait et cause pour Blaise, ou du moins les militaires de Pau, l'aile gauche de l'armée, qui représentaient ce qu'on dit dans notre jargon de l'époque, le progrès, l'anti-impérialisme. Et il y a beaucoup de syndicalistes, de militants de partis de gauche, qui sont retrouvés à Pau pour se former militairement et prendre d'assaut la citadelle réactionnaire comme on l'appelait, qui était Ouagadougou. En réalité, comme le confirmera Blaise Compaoré et ses compagnons, les autres leaders historiques de cette révolution, tous savaient depuis le début quelle serait la place et le rôle de chacun des officiers participant à cette opération. Les choses étaient assez claires pour eux. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. Ce 4 août 1983 donc, la Haute-Volta se réveille dans une nouvelle ère, celle de la Révolution. C'est l'ère des capitaines qui commence. Un carteron d'officiers, Blaise Compaoré, Henri Zongo, Jean-Baptiste Lengani et Thomas Sankara qui ont décidé de redonner de la dignité à leur pays. Thomas Sankara préside le Conseil national de la Révolution. Le jeune homme de taille moyenne, une moustache en nard de sec, le visage ovale plutôt juvénile pour un homme de 34 ans, plante tout de suite le décor. L'homme est simple,
et préfère son treillis léopard avec les manches soigneusement retroussées, auquel la jonction récente d'un col Mao confère un cachet plus habillé au costume de circonstance. Un béret rouge fixé élégamment sur la tête et ses 3 barrettes dorées de capitaine aux épaulettes, plus l'insigne de parachutiste épinglé au-dessus de la poche poitrine droite, vont très rapidement devenir son signe distinctif. Plutôt discret, ce père de 2 enfants qui ne boit pas, ne fume pas et a plutôt tendance à fuir les festivités et les cérémonies, a désormais en main la destinée du peuple dont il se dit le défenseur depuis longtemps déjà. Il faut dire que les voltaïques lui témoignent depuis son putsch un soutien qui ne faiblit pas. Dès le soir du 4 août, juste après l'annonce radiodiffusée de la naissance du CNR, le Conseil national de la Révolution, de nombreuses manifestations improvisées se sont multipliées dans le pays. Le lendemain, date anniversaire de l'indépendance de la Haute-Volta, les populations lui ont fortement manifesté leur soutien, ce qui contraste avec le silence qui accompagnait traditionnellement les multiples putschs. Dès le même soir du putsch, Thomas Sankara a invité les populations à rejoindre la révolution en se réunissant au sein des CDR, les comités de défense de la révolution. Commandant Abdou Salam Kaboré. Quand on a quitté chez Jean-Baptiste, on devait rejoindre un autre camp à quelques 5 kilomètres de là. On ne pouvait plus. Parce que notre voiture s'est aplatie tellement il y avait de jeunes civils, malgré le fait que ça tiraillait encore, de jeunes civils qui étaient sur le véhicule. Alors il a bien fallu canaliser toute cette énergie-là des jeunes. Et c'est là que les 4 tenants de la Révolution, Sankara, Blaise, Zongo Henri et Lengani m'ont appelé pour dire à toi d'organiser les CDR. C'est là que nous avons commencé à rassembler les jeunes par quartier dans les services pour former le comité de défense de la Révolution. Ernest Normand Ouedraogo, le ministre de l'Intérieur. On parlait du pouvoir du peuple. Effectivement, le pouvoir a été confié au peuple. Dans le cadre du PRP, le pouvoir révolutionnaire provincial par exemple, c'était la population qui décidait. Et puis le haut commissaire qui venait d'être créé, c'est un poste créé par la Révolution, le haut commissaire exécutait. C'était l'exécutif, c'était pas un parlement, mais enfin, c'était en tout cas un organe consultatif et qui vraiment imposait ses vues quand c'était nécessaire. Thomas Sankara et ses camarades ont décidé de changer leur pays, de lui redonner un autre visage. Les slogans, les discours marxisants teintés de guévarisme traduisent le virage à gauche tout du nouveau régime. La formation du gouvernement rendu public le 24 août 1983 plante le décor. Thomas précise qu'ils n'ont pas fait cette révolution pour laisser le pouvoir aux civils. L'armée, dit-il, est une composante du peuple voltaïque. Il ne s'agit pas pour les militaires de prendre le pouvoir un jour et de le rendre un autre jour. Il s'agit pour eux de vivre avec le peuple, de souffrir avec lui et de se battre avec lui à tout moment. Fin de citation. Ainsi, le premier gouvernement est composé de 5 militaires pour 15 civils. Mais les hommes en uniforme tiennent des portefeuilles clés. Thomas Sankara est à la fois le président du CNR, le Conseil national de la Révolution, mais également ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'ami intime, le capitaine Blaise Compaoré, est ministre d'État délégué à la présidence. Un ministre sans portefeuille, mais de fait, numéro 2 du régime. Le chef de bataillon Jean-Baptiste Boukari Lengani est en charge de la défense nationale. L'autre chef historique de ce putsch, Henri Zongo, est le ministre des sociétés d'État, dont celui qui doit faire le grand nettoyage de toutes ces structures, de cette pagaille comme ils disent. Et le commandant Abdou Salam Kaboré, pharmacien de formation, qui a été le premier dès le 5 août à créer les CDR, les comités de défense de la Révolution, est en charge de la santé. Tous appartiennent au CNR, le Conseil national de la Révolution, dont la composition exacte est classée secret d'État. Les militaires vont également faire appel aux civils. Dans ce pays où le maniement des dogmes, notamment de gauche, est l'activité préférée des intellectuels, où les organisations communistes de tout poil prolifèrent, le CNR va faire entrer au gouvernement les civils issus des différentes composantes marxistes que les chefs historiques ont eux-mêmes fréquentées pendant plusieurs années. Toutes les composantes communistes, sauf une, le PRCV, le Parti communiste révolutionnaire voltaïque. Tous ces mouvements sont bien décidés à imposer leur vue aux militaires. Les partis politiques étant interdits, ils ont le champ libre. Ils essaient de conquérir les postes clés de l'administration, ce qui suscite rapidement des tensions internes. Mais très vite,
Tous ces intellectuels vont se rendre compte que ces militaires qu'ils regardaient jusque-là avec une certaine condescendance ne sont pas de simples bidasses. C'est eux qui tiennent la barre du navire. Et ils comptent bien la garder fermement. Jean-Marc Palme, ancien ministre. Tu vois, Alain, je pense que la grave erreur des mouvements de politique qui sont nés à cette période, c'est d'avoir considéré les Thomas au même titre que les anciens militaires. Parce qu'en fait, dès le CMRPN, l'armée était divisée en trois. Il y avait 3 générations d'officiers. Vous avez les officiers, la période de la Misana, qui ont gagné leur galon en Indochine, en Algérie. Vous avez la deuxième vague d'officiers, les Césaires-Beaux, qui ont fait des études, disons, poussées, on les a poussés, c'était les sous-officiers, qu'on a rapidement amenés à être des officiers à Frégis. Et il y avait la troisième génération, qui est la génération de Thomas et de Blaise, qui ont fait le bac, qui ont fait l'université, et qui ont côtoyé un certain nombre de jeunes, et qui avaient les mêmes lectures que nous, chose que nous avons oubliées. C'était des universitaires comme nous. C'est des intellectuels comme nous. Simplement, ils portaient l'uniforme. Notre erreur, ça a été ça, de penser que c'est nous qui les instrumentalisons, alors que c'était le contraire en réalité. Commandant Abdou Salam Kaboré, membre du Conseil national de la Révolution, ministre de la Santé. Aux premières heures de la Révolution, lorsque le premier gouvernement a été fait, il figurait un de nos professeurs d'histoire géo du PMK. Il a pensé que nous étions toujours ses élèves. Touré Adama, il est décédé à cet instant-là. Il avait oublié que nous aussi, nous avons eu le bac, nous sommes allés faire nos études ailleurs, nous avons lu, et ce qu'il connaît, on le connaît aussi. Donc, au niveau du Conseil national de la Révolution, il y avait plusieurs organismes. Il y avait l'organisation militaire révolutionnaire, l'OMR. Il y avait aussi des partis, des anciens partis étudiantins qui étaient avec nous. Et il y avait le parti de ce monsieur Touré qui était avec nous. C'était quand même un peu hétéroclite, sans compter les militaires. La plupart des militaires qui n'ont pas eu de formation politique, qui sont là, qui ont le fusil, le pouvoir d'être au bout du fusil, etc., etc. Alors, savoir qui manipulait, bon, il y en a qui disaient que la Chine manipulait une partie, que l'URSS manipulait une partie, etc., etc. Toujours est-il que nous savions où nous allions. Et le mot d'ordre de Thomas était clair. Ce qui peut faire avancer le Burkinabé, il faut le faire. Au niveau de la santé, vous pensez à quelque chose qui peut faire du bien, à la vaccination commando qui a été faite, vous le faites. Ce gouvernement hétéroclite d'extrême gauche, inclassable, remet à l'ordre du jour la lutte des classes. Morale, éthique, lutte contre la corruption, le pouvoir au peuple, les chantiers sont nombreux et la phraséologie très riche. Pour cela, Thomas Sankara veut tout de suite marquer les esprits. Il veut montrer l'exemple. David Gazunki, écrivain burkinabé, auteur de plusieurs ouvrages. Il montre également l'exemple par son train de vie. Il touche 3300 francs français de l'époque. On dit à l'époque que c'est le président le plus pauvre du monde. Et surtout, il inaugure une chose qui est devenue aujourd'hui, qui fait aujourd'hui partie de la culture de tous les États. La déclaration des biens des dirigeants. Sankara, il le fait déjà en 83. Les premiers mois de l'arrivée de Thomas Sankara aux affaires sont ceux de l'engouement pour la chose militaire. Les comités de défense de la Révolution, les CDR, vont suivre un entraînement intensif. Les jeunes gens et jeunes filles des brigades de vigilance deviennent des experts dans le maniement des kalachnikovs soviétiques ou des autres armes allemandes. Les premières aides reçues de la Libye et de la Corée du Nord ou encore de l'Albanie sont des armes et des uniformes. C'est comme ça. Mais rapidement, ces armes vont être retirées au CDR, les comités de défense de la Révolution. Pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Thomas Sankara touche les voltaïques avec ses prises de position en faveur des masses. Le peuple se sent de plus en plus concerné par ce qui se passe. Il se sent acteur. La fibre patriotique enfle. Les slogans se multiplient. Les attaques contre la bourgeoisie et les prévaricateurs, mais aussi l'impérialisme, se multiplient également. La ferveur révolutionnaire touche le pays. Mais cette ferveur, ces slogans anti-impérialistes, ces discours sur la lutte des classes, qui montrent d'un doigt accusateur à la fois les puissances occidentales, mais également certains pays africains, notamment le grand voisin, ne sont pas bien accueillis par un certain nombre de dirigeants. Le grand voisin, la Côte d'Ivoire, n'apprécie pas ce qui se passe à Ouagadougou et redoute qu'il montre le mauvais exemple dans la sous-région. Il faut dire que Ouagadougou accuse Abidjan de financer à coups de milliards un complot contre la révolution. Le président Houphouët-Boigny va rapidement faire comprendre à Thomas Sankara le peu d'estime et de respect qu'il lui accorde.
En octobre 1983, c'est-à-dire seulement 3 mois après l'arrivée du Conseil national de la Révolution au pouvoir, à l'occasion du 19e sommet des États de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui se tient à Niamey au Niger, il décide tout simplement de ne pas passer le témoin, de ne pas attribuer la présidence à la Haute-Volta dont c'était le tour. Il l'attribue au Mali de Moussa Traoré. Thomas Sankara, humilié, proteste. Rien n'y fait. Il menace de quitter la CEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Rien ne bouge. Il est finalement convaincu par le président Abdou Diouf de rester. Cela ne sert à rien de s'en aller. Mais avec cet incident, la guerre est déclarée. On va de débordements verbaux en complots imaginaires. Ainsi, les dirigeants voltaïques affirment avoir des preuves irréfutables qu'Abidjan a alloué 5 milliards de francs CFA à 3 adversaires de la Révolution pour renverser le CNR. Les 3 opposants sont même carrément nommément cités. Le capitaine Michel Kafando, ministre des Affaires étrangères du régime précédent. Le capitaine Jean-Claude Kambouélé, qui commandait les blindés venus arrêter Thomas Sankara, Premier ministre en mai 1983. Et le contestataire Frédéric Guirma. Il n'y a aucune preuve de ces accusations. Mais Thomas Sankara y croit. Et ce pseudo-complot ne va pas contribuer à améliorer le climat dans la sous-région. En interne aussi, la chasse aux vieux boubous, les mesures de lutte contre la corruption, mais surtout les débordements des CDR, les comités de défense de la Révolution, où certains en profitent pour régler les comptes, menacent également le régime. Comment Thomas Sankara et ses compagnons comptent-ils sauver cette révolution qui commence à séduire de nombreux Africains, et même certaines puissances du bloc de l'Est dans cette période de guerre froide? Rendez-vous la semaine prochaine pour en parler dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. Archives d'Afrique. Le jeu. Voici venu le moment que beaucoup d'entre vous attendent désormais avec impatience et frilosité. Celui du jeu Archives d'Afrique, qui vous permet chaque semaine de gagner le coffret Les leaders africains du XXe siècle, volume 2. La semaine dernière, il fallait reconnaître l'auteur de ces propos. Il y avait un désaccord avec Lumumba, certains procédés que je n'approuvais pas. Vous êtes des milliers à avoir reconnu le président fondateur du Zaïre, le maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Gbendu Wazabanga. Il fait d'ailleurs partie des portraits que vous pouvez retrouver dans le coffret Archives d'Afrique, le volume 2. Les leaders africains du XXe siècle. Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook et les 5 premières bonnes réponses sur notre répondeur sont Justin Yelemo à Ouagadougou au Burkina Faso, Pouda Jules César à Fribourg en Suisse, Freddy Begon Gagnoré et Youssoufa Ali à Bangui en Centrafrique, Diomandé Aboubakar Sidibé à Séguéla en Côte d'Ivoire, Eric Nazidugouba Kéré à Nancy en France, Keita Alassane à Bruxelles en Belgique, Daouda Ouagé et Pierre Ndiaye à Dakar au Sénégal et Guy Otse à Berlin en Allemagne. Voilà pour les gagnants de la semaine qui recevront à leur adresse postale le coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle, volume 2, avec une dédicace personnelle. Cette semaine, c'est peut-être à votre tour de gagner ce merveilleux cadeau, en reconnaissant vous aussi l'auteur de cette phrase. C'est le hasard de l'évolution qui a voulu que l'homme ait pris naissance en Afrique, donc l'homme était d'abord noir. Et cet homme est l'ancêtre de toutes les autres races. Trop facile. Qui est ce personnage marquant de l'histoire de l'Afrique? Alors c'est le moment de remporter ce coffret tout de suite, donc à vos ordinateurs pour donner votre réponse et votre commentaire. Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook Archives d'Afrique RFI et les 5 premières bonnes réponses sur notre répondeur au 0033 1 84 22 93 32. 0033 1 84 22 93 32 recevront chez elle le coffret Les leaders africains du XXe siècle, volume 2. Je rappelle bien sûr qu'il faut en plus de la réponse nous préciser votre nom et l'adresse postale précise à laquelle nous ferons parvenir votre coffret. Nous laissez également votre numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre à vos téléphones et à vos ordinateurs. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook RFI. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de la série d'Archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur RFI. Bonne fin de week-end. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NSIA Assurance et Banque, présent dans 12 pays d'Afrique subsaharienne.